Alors on nous demande, est-ce que tu connais Adrien Abosi et ses analyses sur la mainmise d'une bourgeoisie de robe qui persiste aujourd'hui selon lui dans nos Alors églises? j'ai entendu parler de lui, j'ai écouté un ou deux trucs, mais je n'avais pas entendu ça, ça me semble très intéressant. Voilà, bon, il a Ça me des, semble vraiment très intéressant. il a des très bonnes analyses. Oui, non, mais c'est vrai que la robe, c'est-à-dire le pouvoir des juges en France, c'est quand même assez énorme. C'est énorme. Hein. Il y a des jugements pratiquement là qui font la loi. Hein. Et le jugement, il n'est pas là pour faire la loi, il est là pour l'appliquer. Hein. C'est hein, par le... Non, c'est intéressant, intéressant. Alors, on nous demande, est-ce qu'il y a encore d'autres mensonges sur l'Église avec tout ce qu'on a entendu ce soir? Parce que là, c'est vrai que l'Église... Moi, j'en trouve tout le temps des mensonges sur l'Église. Moi, j'en trouve tout le temps. J'en trouve tout le temps. Parce que l'Église, c'est vrai qu'on a cette image un peu... Non, mais attends, je vais te donner un truc. Je vais te donner au nom de la rose, quoi. Le nom de la rose. Bon, je vais te donner un truc absolument extraordinaire. L'Église, la pédophilie, c'est l'Église et l'Église. Ah oui, c'est ce qu'il nous dit aussi. Bon, Ouais. d'accord. Bon, alors c'est bien connu. Tous les curés sont pédophiles et tous les pédophiles sont curés. Alors on va rayer tous les curés sont pédophiles parce qu'il ne faut pas charrier quand même. Faut pas charrier quand même. Mais moi, si je regarde l'histoire, je regarde que le réservoir d'enfants disponibles pour des trafics d'enfants, pour pédocriminels, l'Église s'était éjectée, et par la loi qui a été promulguée par le roi Louis XIV pour créer l'hôpital général, l'Église s'est fait éjecter dans la loi de toute vocation à l'assistance en direction des pauvres et des enfants. Et qui c'est qui s'est mis à abuser des enfants là? Qui c'est qui s'occupait des enfants? C'était des laïcs. C'était des laïcs. Tous les orphelinats étaient entre les mains des laïcs. Tout ça, c'était entre les mains des laïcs. Alors, qui c'est qui abusait des enfants? C'était où les abuseurs? Hein? Ouais. C'était où? Et à l'heure actuelle, alors l'Église, faut pas rigoler, à l'heure actuelle, qui est-ce qui s'occupe d'enfants là? Il y a beaucoup de curés en France qui s'occupent d'enfants. Aujourd'hui, c'est l'assistance publique complètement C'est l'État. l'assistance publique, c'est les machins, c'est les sports, c'est l'éducation nationale, il faut arrêter avec ça. Où y a-t-il des curés là-dedans? Faut arrêter là. Ou alors il n'y a pas, alors il n'y a peut-être pas d'abus en France. Depuis qu'il n'y a plus d'église, il n'y a plus d'abus. Ah ben ça doit être ça, tiens, il n'y a plus d'abus sexuels sur enfants en France. Ben non, puisque l'église maintenant est à genoux. Ah ben c'est réglé. Hein? Non mais à qui on va faire croire ça? C'est bon là, c'est bon. Les pédophiles se mettent là où il y a des enfants. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Il y a beaucoup de curés auprès des enfants là. Bah clairement, c'est plus à l'heure actuelle, c'est Bon, plus. bah alors faut c'est plus arrêter vrai. avec ça. Faut arrêter avec ça. L'église, elle a bon dos là-dessus. Et je dis pas qu'il n'y a pas de curés pédophiles. Enfin, franchement, statistiquement, qu'est-ce qui s'occupe des enfants aujourd'hui? Mais c'est fou, quoi. C'est fou, faut arrêter avec ça. Ouais, ça c'est, bah non, c'est vraiment, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on nous. Non, mais qu'on c'est une nous tarte met à comme la ça. crème. Ouais, c'est une tarte à la crème Ça, un peu. c'est invérifiable. Tu lances des trucs comme ça. Tu lances des trucs comme ça. Les curés sont pédophiles. Oui. Bah, si je disais les profs de gym sont pédophiles aussi. Eh ben, faut pas se gêner. Pourquoi pas? Comment ça, il n'y a pas de profs de gym de pédophiles? Bah, il y en a sûrement. Mais c'est pas une raison pour diffamer les profs de gym. Voilà. Alors, Hein entièrement d'accord. Non, mais, Vive les profs de gym pas pédophiles. C'est vrai. c'est vrai. Alors, on nous demande aussi, alors il y a une question, est-ce qu'on peut faire un lien entre la Révolution française et la Révolution américaine? Et quels acteurs communs? Alors, on nous cite Lafayette, Pasquale Paoli, etc. Bah ouais, Lafayette, bah ouais. Lafayette, ouais. Ouais. Moi, je pense qu'il y a, il y a un truc au niveau. Il y a un truc quand Au même niveau entre de les la deux. franc-maçonnerie, oui, clairement. Ouais. Ouais. Mais la franc-maçonnerie, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour que je m'en occupe, il faudrait que je puisse avoir accès à leurs archives. Jusqu'à présent, j'ai pas trouvé le joint, puis je fais autre chose. Mais il y a vraisemblablement des liens, J'ai lu un petit livre qui s'appelle La franc-maçonnerie et la Révolution française. Il dit, en fait, c'est quoi une convention? Tiens, au fait, c'est quoi une convention? La convention, Oui, j'ai lu ce livre. l'Assemblée, c'est intéressant. C'est très bien, très bien. L'Assemblée constituante qui s'est créée à partir de la République s'appelle une convention. Ah bon? Ben, une convention, en France, c'est un accord entre deux personnes. C'est pas une assemblée. En fait, ils ont Chez les francs-matchs. Un convent, c'est quoi? Et puis en plus, c'est le nom américain. Et c'est le nom américain. Convention qu'on a repris en français, c'est énorme. Mais ça, c'est que des pistes pour moi. C'est pas des réponses. Oui, c'est-à-dire que c'est des trucs où on se dit, c'est là qu'il faudrait mettre des gens pour chercher. Moi, mon rêve, ça serait vraiment mon rêve, ça serait que on se mette. D'ailleurs, je suis un petit peu en train de le réaliser à un petit niveau. C'est qu'on se mette à plusieurs historiens et puis
qu'on cherche des trucs ensemble et puis qu'on publie. C'est un travail collectif, le travail d'historien. Moi, je pense à ce jeune Nicolas, là, que je salue s'il me regarde, et puis s'il ne me regarde pas, je lui signalerai quand ça sera sur la toile, qu'il sache que je pense à lui. C'est vraiment un étudiant d'histoire à Aix-en-Provence. Il fait un boulot absolument dingue, il m'envoie plein de trucs. Enfin, je lui souhaite vraiment de faire une belle carrière d'historien. Il va chercher, il a compris. Il est allé par exemple sur les cahiers de doléances, il est allé chercher les cahiers de doléances. Et il m'envoie un message en me disant, mais c'est fou, et on raconte que le peuple voulait renverser le roi, mais quand tu les regardes, les cahiers de doléances, c'est pas ça qu'ils disent. Le peuple, il s'exprime dans les cahiers de doléances. Il a jamais dit ça, il parle... Mais non, il voulait pas. Il voulait pas du libéralisme, il voulait pas qu'on supprime les corporations, il voulait pas du libéralisme, il voulait pas qu'on... Mais alors ils ont fait tout le contraire de ça. Oui, c'est une trahison. Parce qu'en fait on a profité d'une espèce d'agitation et on a tout changé, tout fait voler quoi. Ouais. Il y en a qui me disent ça fait penser un peu presque à ce qui se passe en Ukraine. Tiens donc, on me dit ça se trouve la révolution française est un peu une révolution colorée. Là. Mais il y a eu quand même il y avait quand même, faut lire Alexis de Tocqueville, l'Ancien Régime et la Révolution. Il y a quand même eu des trucs où les gens étaient portés par l'idée qu'il y avait des idées nouvelles, que les choses allaient changer, il y avait quand même une espèce de souffle qu'il fallait que ça change. Mais les gens n'avaient pas forcément conscience de ce qu'ils voulaient voir changer et comment. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le libéralisme n'était pas une demande du peuple, ça c'est sûr. Mais il y avait vraiment des choses qui changeaient. Par exemple, j'ai lu un truc qui était très, très intéressant, tout à fait anecdotique, mais quelquefois les anecdotes sont très parlantes. La reine un jour est arrivée, alors est-ce que c'était à la cour, ou je ne sais plus quoi, la reine est entrée et les gens l'ont applaudi. Mais la reine n'était pas une vedette du théâtre. Il y avait, dans le simple fait que la reine a été applaudie, quelque chose de l'ordre de quelque chose est mort dans la royauté. La reine n'est pas une vedette, n'est pas une actrice de théâtre, on applaudit. Il y avait quelque chose qui avait été cassé, qui était changé fondamentalement. Quelque chose qui était désacralisé. Et qui n'est pas le fait de Louis XVI. Je pense que j'ai vraiment, depuis que j'ai lu le livre de Jean-Christian Petit-Fils, Louis XVI m'a tellement touché, tellement ému, je crois qu'il aurait pu être un de nos plus grands rois. Ah oui. Oui, extraordinaire. J'ai vu des trucs qui m'ont particulièrement ému sur Louis XVI. Alors c'est pas dans Jean-Christian Petit-Fils que je l'ai trouvé, et Dieu sait si j'ai trouvé des belles choses chez cet auteur. Mais je sais que quand Turgot, alors Louis XVI a appelé Turgot juste au moment où il est arrivé au pouvoir. Louis XVI est arrivé au pouvoir en mai, puisque son grand-père est mort au mois de mai 1974, et il a appelé Turgot en septembre. Bon. Ensuite, Turgot, au mois de septembre, a sorti ses édits et tout, et il a fait sa réforme. Il a déclenché la guerre des farines 6 mois après, avec son libéralisme à la truc. Et Turgot envoyait des trucs au roi, sans arrêt. Il produisait beaucoup de trucs, et on a un document annoté en marge du roi. C'est-à-dire qu'il y avait les propositions de Turgot et les commentaires du roi en apostille. On voit, quand on lit ce texte, alors je ne l'ai pas vu en document original, je l'ai vu en imprimé, on voit quand on lit ce texte qu'on a affaire en Turgot à un dingue dogmatique qui veut changer le monde avec des grandes idées, et on a en face un roi qui est intelligent, bienveillant, et qui comprend où ça va le mener. Il comprend, il est fou, quoi. C'est pas qu'il est fou, il est dogmatique, il est coupé, il n'a pas de morale. C'est effrayant. Alors, pas de morale, je ne peux pas dire ça de Turgot, parce que lui non plus, il n'a jamais tapé dans la caisse. C'est quand même très intéressant à dire. Turgot a déclenché une révolution libérale de laquelle il n'a rien touché pour lui-même. Il ne s'est pas enrichi du tout. Mais c'était un dogmatique pur. Dogmatique, complètement dogmatique. Et le roi l'a vu faire. Louis XVI comprenait. Louis XVI avait au moins 25 ans de moins que Turgot, donc il n'avait pas son expérience, il n'avait pas son entre-gens. Il était un homme un peu timide, beaucoup plus jeune, très impressionné par le caractère et l'entre-gens du bonhomme. Et il a réussi à démonter, mais de façon extrêmement intelligente, que l'autre était en train d'envoyer le royaume dans le mur. Et le roi le comprenait. C'est très émouvant de lire ça.
Et il n'a pas trop réagi en fait, Louis XVI, il s'est laissé un peu manger par son entourage. Pas de sous. Il n'avait pas de sous. Il n'avait pas de sous. Le royaume était endetté, t'as pas entendu parler de la dette là? Qu'est-ce qu'on Oui, bah si, ouais. Quand on veut renverser un régime, on l'endette. Ouais, c'est les deux façons de mettre un pays par l'esclavage, la dette ou l'armée. Mais... Alors, il y a une question, on nous dit, Marion peut-elle nous dire ce qu'elle a trouvé à Toulouse sur Voltaire pour l'affaire Calas? Alors, j'ai pas trouvé à Toulouse sur Voltaire, j'ai trouvé à Toulouse sur... sur Calas. Calas. On peut rappeler un peu l'affaire Calas pour les gens, peut-être pour le... Ah, d'accord. Bon, Calas, c'est la grande victoire de Voltaire, hein, parce que Voltaire, il était affreux, il était pas, il était méchant, il était ci, il était ça, mais il a réhabilité Calas et il a fait casser le jugement qu'il l'avait condamné injustement pour le meurtre de son fils. Alors c'est quoi l'histoire? Alors je suis content d'être allé à Toulouse et d'être allé dans les archives, parce que je l'ai vu le dossier Calas, hein, j'ai lu les trucs, et bon, je n'ai pas tout lu, hein, je ne prétends pas lire avec cette rapidité des documents pareils, mais maintenant, le dossier Calas, je sais retrouver dans l'original qui dit quoi. Bon. Donc qu'est-ce que c'est l'affaire Calas? C'est rue des Filatiers, une rue ancienne du Vieux-Toulouse. Il y a une boutique dans laquelle vivait une famille Calas, le père Jean, la mère Anne-Rose, le fils Marc-Antoine, l'autre fils Jean-Pierre, le troisième Donat, etc. Deux fils. Bon. Et un soir, le fils aîné est retrouvé étranglé, mort étranglé au rez-de-chaussée, dans la boutique, alors que la famille était en train de terminer le dîner à l'étage. Et cette famille était une famille de protestants, alors des protestants convertis, parce qu'il n'y avait plus de protestants au royaume de France en principe. Hein. Les protestants s'étaient terminés depuis que Louis XIV avait révoqué les Nantes. Il n'y avait plus de... Donc, en fait, tout ça c'est de la carabistouille, parce que si les gens sont protestants véritablement croyants, ils vont faire semblant d'être catholiques, puis ils vont continuer de croire en protestants. C'est complètement logique, ça, c'est la liberté humaine, c'est comme ça. Bon. Donc c'était des convertis, mais qui étaient quand même toujours très sincèrement protestants. Et quand le cadavre a été découvert, bon, il y a eu des cris de poussée, la rue, il était 10 h du soir à peu près, c'était en octobre, c'était en automne, donc il faisait nuit. Il avait plu toute la journée, puis il y a eu une grande sociabilité dans la rue, les gens parlaient à la fin de la journée, ça échangeait et tout, on entend qu'il y a du bruit chez les Calas. On finit par appeler la maréchaussée, et puis, c'est pas la maréchaussée, c'est ce qu'on appelait des capitouls, c'est-à-dire les édiles, les magistrats municipaux de Toulouse. Et il y a un monsieur qui s'appelle David de Baudry qui vient, qui constate, qui regarde l'état du corps, qui écoute tout le monde, et puis qui embarque tout le monde. Allez hop! Et qui embarque tout le monde, pourquoi? Pour meurtre. Il y a un cadavre. Il y a une maison dans laquelle il y a des gens, on arrête tout le monde pour meurtre. Et les gens causent. Ils disent, c'est parce que leur fils, il voulait se faire catholique et tout, puis papa. Les gens racontent, le fils était protestant, il voulait se faire catholique. Il y a déjà un fils qui s'est fait catholique, et puis le père l'a foutu dehors, et puis le deuxième voulait, et puis le père l'a tué, etc. Puis il y a une vox populi qui circule comme ça, et puis qui raconte que le père l'a tué parce que le fils voulait se faire catholique. Bon. Un procès a lieu. Le père est considéré comme coupable. Bon, il fait appel. Il y a un jugement en appel. Le jugement en appel, alors l'appel c'est l'appel au Parlement. Le père continue d'être considéré comme coupable. Il est condamné, il est exécuté pour le meurtre de son fils. Le jour où tout le monde a été arrêté, ils ont dit qu'il l'avait trouvé là par terre, étranglé et tout. Et puis le surlendemain, ah oui mais non, on ne l'avait pas trouvé là par terre. Il était pendu entre deux portes. Il s'est suicidé. C'est-à-dire que la première version, c'est on l'a retrouvé mort, par terre, c'est-à-dire qu'il a été assassiné. Et la deuxième version, c'est il s'est suicidé. Entre les deux, ils reçoivent une lettre de leur avocat qui leur dit que c'est pas très... Bref. Donc le faisceau de présomption que le père Calas a tué son fils, il est énorme. Il est énorme. Bon. Et Calas est exécuté, des protestants qui sont plus protestants, mais qui sont protestants quand même, se mobilisent, ils veulent absolument, ils disent que c'est une injustice, parce que on a prétendu que le père Calas avait tué son fils parce que chez les protestants,
il est permis, par les règles édictées par Calvin, que les protestants zigouillent, enfin qu'ils ont le droit de vie ou de mort sur leur progéniture. Et les protestants sont indignés qu'on raconte ça. Ils disent c'est même pas vrai. On n'avait pas le droit de dire des choses comme ça. Parce que là, du coup, ça met les protestants, dont tout le monde a compris qu'ils étaient des faux convertis et qu'ils étaient protestants quand même, ça les met en position extrêmement délicate. Si la population se met à croire que le père protestant, il s'arroge le droit de zigouiller son fils, c'est vraiment des histoires graves. Donc les protestants se mobilisent, en quoi on peut tout à fait les comprendre, et il y en a qui vont voir Voltaire. Et Voltaire, il dit, je m'en fous, moi les protestants, je les emmerde, mais si, le gars était innocent et tout. Et Voltaire prend le truc en main, il étudie le truc, il dit, mais c'est pas possible, et il prend ce cheval de bataille et il décide d'obtenir, il commence à arroser partout tout le monde en disant que Calas était innocent, que c'est même pas une erreur judiciaire, c'est un crime judiciaire, c'est-à-dire que c'est pas qu'on s'est trompé, c'est qu'on l'a accusé uniquement parce qu'il était protestant et que, alors que son fils s'est suicidé et que on l'accuse d'un crime alors que le suicide est évident. Voilà, c'est la version de Voltaire. Alors, il raconte ça à l'Europe entière, il raconte ça à toute la cour, il raconte ça à tous ses copains, et il décide d'obtenir la révision du procès de Calas. Alors ça lui rendra pas la vie puisqu'il est mort, mais il a encore une veuve, il a encore 2 filles, 2 fils, il faut obtenir la révision du procès. Bon. Donc la révision du procès est acceptée, et le jugement arrive finalement 3 ans plus tard, et Calas est réhabilité. Et c'est la grande victoire de Voltaire. C'est-à-dire qu'un truc comme ça, on te dit Voltaire, il a tous les vices, mais regarde, il a réhabilité Calas. Ce qui est quand même extraordinaire. Bon, maintenant regardons les choses un peu plus près. Il n'y a que 2 solutions. Soit Calas a tué son fils, soit son fils s'est suicidé. La maison était fermée de l'intérieur. Il n'y a pas 36 trucs. Bon. Pour qu'il soit suicidé de la façon dont ils disent, il était vachement acrobate. Parce que c'était pas possible. Tout ce qu'on a reconstitué, il n'a pas pu se suicider. Je veux dire, la barre était trop courte, le machin, il s'est pas suicidé, donc quelqu'un l'a tué. C'est qui? La maison était fermée de l'intérieur. Faut arrêter de nous embrouiller avec ça. Alors on dit, alors Voltaire, toute son argumentation pour dire que Calas ci, Calas ça, c'est de dire, tous les témoignages autour sont tous des ragots de gens qui sont venus raconter que le père Calas était comme ci, et que c'était que des ragots malveillants. Mais c'est pas sur les ragots qu'on l'a jugé, c'est sur il n'a pas été jugé sur des ragots. Les ragots, c'était les raisons du crime que les gens inventaient. Mais l'attendu du jugement, c'est il y a un cadavre, il y a une version suicide ou une version meurtre. Le suicide ne tient pas debout, qu'est-ce qui reste? Tout ça, c'est de l'embrouille. Voltaire a reçu, dans les 15 jours qu'ont suivi son premier mouvement pour réhabiliter Calas, il a reçu une lettre d'un de ses amis, qui était le duc de Villars, qui lui a dit « Mais il n'y a personne de sensé à Toulouse qui doute que le père Calas a tué son fils, alors te mêle pas de ça. » Bon. Alors, on nous dit... Je vous dis pas tout de suite. La suite, c'est scandaleux cette histoire, c'est scandaleux. Ah non, c'est-à-dire que Calas, c'est quoi? C'est l'intolérance. Quelle intolérance? L'intolérance de qui? Des voisins de Calas? Mais c'est pour eux qu'on jugeait. En admettant qu'ils étaient intolérants. Calas n'a pas été exécuté par intolérance religieuse, il a été exécuté sur un procès criminel en bonne et due forme où il a été reconnu coupable. Point. C'est tout. Voilà Peut-être qu'il était innocent. Alors là, je sais pas. Ce que je sais, c'est que ce que dit Voltaire est mensonger. C'est tout. D'accord. Je vais pas te faire avec des amis, encore avec tous les fans de Voltaire. Hein, oh, je voudrais que quelqu'un me trouve un truc que Voltaire a fait de bien dans sa vie. Faudra arrêter avec Calas, là déjà. Ça, là, on évacue. Le chevalier de la barre, on évacue aussi. J'ai fait une conférence sur le chevalier de la barre aussi. Ah, vraiment, là. Parce que quand j'étais à Nantes, là, avec le fameux jeune imam, oui. J'ai fait une conférence sur le chevalier de la barre. C'est pareil, le chevalier de la barre, il a été exécuté. Vraiment, si c'est pas de l'intolérance religieuse, alors c'est quoi? Il a été mis à mort pour ne pas avoir retiré son chapeau à 25 pas d'une procession. C'est quand même dégueulasse, hein?
Hein, eh ben, tu rayes. tu rayes. L'église a rien à voir, les attendus du jugement, il y en avait 4 pages, c'était bien plus grave que ça, et l'église, jusqu'à la dernière minute, a essayé de lui sauver la vie, c'est les juges qui ont eu sa peau, les juges laïcs, cléricaux. C'est tous les crimes de l'église et Voltaire a raconté des conneries sur l'affaire du chevalier de la Barre, c'est invraisemblable, toute la version de Voltaire. Il y a 4 mensonges par ligne. Alors, on nous dit, quel est votre avis sur la démission de Benoît XVI, l'arrivée de François Ier, dit jésuite? Parce que c'est un jésuite, ouais. Oui, c'est un jésuite, ouais. Je sais pas. Non, pas de... Je sais pas. Ça m'impressionne d'avoir un jésuite comme pape, parce que j'ai beaucoup de... Si tu veux, les jésuites, j'en connais pas personnellement. Il y en a un que j'admire par-dessus tout, c'était un Charles Milmort. En plus, il n'était pas trop bien vu de son temps, je pense qu'il était un peu trop précurseur. Ouais. Je sais pas, j'ai beaucoup d'admiration pour les jésuites par rapport à ce que j'ai vu. Quand j'ai commencé à regarder toutes les horreurs qu'on racontait sur eux, notamment la secte janséniste et tous ces gens-là, et Diderot et consorts, je me suis rendu compte qu'ils étaient attaqués sur ce qu'ils faisaient de mieux. Bon. Ça n'en fait pas des saints systématiquement, je ne sais pas. Ce que je sais concernant les jésuites, c'est qu'ils ont vraiment toujours été attaqués par les mauvais. Toujours. Et il me semble qu'ils ont été quand même le fer de lance de l'humanisme catholique. Alors un pape jésuite, je trouve ça plutôt une bonne nouvelle. Mais bon, moi je suis pas plus pratiquante que ça, je suis pas pratiquante. La démission de Benoît XVI, je ne sais pas. J'ai entendu une hypothèse qui m'a semblé, je ne sais pas si c'est une explication ou une hypothèse, j'en sais rien, en tout cas c'est ce que j'ai entendu, que le Benoît XVI aurait senti que une bagarre essentielle allait se déclencher, qu'il n'avait plus la force. D'accord. Et qu'il a voulu passer la main à quelqu'un qui l'aurait. Et que ça tombe sur un jésuite, si c'est ça, ça me semble pas une mauvaise chose. Alors un combat dramatique, homérique qui se prépare, je veux bien le croire. Avec ce qui se passe là, je veux bien le croire. Alors là, justement, on nous dit, est-ce qu'on peut faire le lien entre la révolution anglaise, française et russe, comme le fait le journaliste Douglas Reed dans son livre La controverse de Sion? Je sais pas. J'ai pas lu La controverse de Sion et je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense effectivement, il me semble comprendre que ces révolutions, qu'on nous présente toujours comme des révolutions du peuple et qui n'en sont pas, bon, une bonne fois. Si une révolution se prépare en France avec le mécontentement qui se lève, ça sera vraiment une première au monde. Au monde, ça sera une première. Toutes les révolutions, c'est toujours des grandes manipulations. Là, je vois personne qui nous manipule. Là, je nous vois démonter les manipulations qu'on essaie de nous faire. Là, ce qui est en train de se préparer, je sens quelque chose de totalement nouveau. La Révolution française est évident qu'elle n'était pas spontanée. La Révolution anglaise, c'est évident qu'elle n'était pas spontanée. La Révolution russe, ça encore plus cramé. Parce qu'elle est très proche de nous. Non, mais c'est clair, quoi. C'est clair. Bon, puis quand j'ai compris que les jeunes Turcs qui ont massacré les Arméniens étaient inspirés par la Révolution française. Bon. Justement, là on nous dit, alors justement en parlant de ça, parce qu'on nous dit, j'ai pris connaissance d'une deuxième guerre des Chouans contre les bonapartistes en 1815, auriez-vous des infos là-dessus? Non, j'ai pas d'infos là-dessus parce que la guerre des Chouans, j'ai compris que c'était tellement à tiroir que je me suis dit, bon, quand j'aurai le temps, je regarderai ça. Ça a été interminable, ils n'ont jamais voulu céder, effectivement. Ah donc ça a continué, même après Napoléon, etc. Oui, ça a été... Il paraît. Non, mais ça a été énorme, D'accord. Non, j'ai pas de détails, J'ai cru comprendre que c'était à répétition. Oui, parce qu'on nous parle d'un livre, là, de Rénal Sécher, La Vendée Vengée, je sais pas. Oui, bien sûr, j'ai lu ça. Et on nous demande qu'est-ce que tu en penses de ce livre aussi. C'est du travail d'historien, faut lire ça. Si on veut comprendre ce qui s'est passé, c'est ça qu'il faut lire. Ah ben voilà. Rénal Sécher, c'est l'historien qui a découvert le poteau rose concernant le génocide vendéen. Il y a des tas de gens qui ont raconté des tas de trucs sur ce qui se passait en Vendée, mais lui, il a vraiment fait il a fait le tour, quoi. Il a vraiment... On n'a plus le droit de faire semblant de dire ah bah oui c'est quelques massacres. Non, je pense que vraiment ce qu'il raconte là, puis alors c'est insoutenable. Moi, ça me rend malade, moi, ces trucs là. Ça me rend malade de dire des trucs comme ça. Mais il faut le savoir aussi.
Et on nous demande, est-ce qu'il y a eu un changement de la condition des femmes après la Révolution française? Ah bah oui, ça s'est beaucoup dégradé. Ah, ça s'est beaucoup dégradé. Ah, La Révolution a dramatiquement dégradé la situation des femmes et des enfants. Bah, pour une raison très simple, tiens, je vais te citer un texte de Turgot, un grand humaniste devant l'éternel, surtout un grand libéral. Il y a une crétine là qui me disait, quand je commençais à parler, j'essayais de m'exprimer publiquement sur les Lumières, elle me disait, mais alors vous ne voyez donc pas que Turgot c'était le Dupont-Aignan de l'époque? Je lui dis, voilà, attendez, arrêtez. Quelle horreur! Je lui dis, je vois pas Dupont-Aignan faire l'alpha martial et faire tirer sur les émeutiers confins. J'imagine mal, enfin Turgot c'était ça quand même. Effrayant. Donc Turgot en 1775. Voilà, 1775. Il prépare la suppression des corporations. Alors la guerre des farines bat son plein, c'est-à-dire que maintenant, ça y est, on est sûr que c'est plus la police ou les agents du roi qui vont fixer le prix du pain, ça va être le marché, donc le prix du pain augmente, les gens n'arrivent plus à se nourrir, c'est la catastrophe. Tout le monde sort dans la rue, dans les campagnes, les gens suivent les convois de grains pour les arrêter. C'est une répétition générale de la révolution. De la révolution. Bon, de la révolution. Telle qu'elle aurait pu se faire si c'était véritablement le peuple qui l'avait fait. Mais enfin, disons qu'on sent que ça ne va pas continuer comme ça. Et dans le même temps, M. Turgot nous prépare la fin des corporations. Alors, la corporation, c'est l'organisation du monde ouvrier en corps de métier. Voilà. Dans lesquels on fait son apprentissage, après on passe sa maîtrise, et puis tout le monde, quand on est incorporé, on rentre dans une espèce de famille, on ne connaîtra plus le chômage, on ne connaîtra pas tu captes une patte, tu es incorporé, tu auras des secours, voilà, si tu es à la retraite, tu es trop vieux, tu auras des secours, tu meurs, ta veuve sera secourue, c'est comme ça, c'est l'équivalent de la sécurité sociale. Mais tout ça, c'est des entraves à la liberté essentielle de l'homme qui est de travailler où il veut. C'est quoi la corporation? C'est bien évident que tu ne travailles pas où tu veux. Parce que si tu veux faire un métier, tu vas respecter les règles du métier, tu vas respecter les règles de la corporation. C'est extrêmement rigoureux, c'est extrêmement sévère. Mais ces gens-là se font leur propre police. Je veux dire, un ouvrier incorporé ne va engager sa profession s'il est menteur ou voleur ou violeur. Donc la corporation fait sa propre police pour la moralité de ses membres. Et l'ancien régime fonctionne comme ça. Mais tout ça, c'est des vieilles lunes. On va prolétariser en fait le monde ouvrier. On va dire que ça va être le seul contrat de travail qui existera, ça sera le libre contrat entre l'ouvrier et le donneur d'ordre. Bah voyons. Alors, Turgot, il avait une jolie formule, il disait les salaires se fixent nécessairement sur le prix du pain. Alors je ne sais pas qui a décrété que la nécessité intervenait là-dedans. Mais on lui a dit, vous êtes sûr que quand le prix du pain va monter, les salaires vont monter? Tu vois, tes patrons, tu payes ton ouvrier 10, le pain est trop cher, et dit, ah, t'inquiète pas, la nécessité fait que maintenant je vais te payer 15. C'est pas comme ça que ça se passe. Dans la réalité, à partir du moment où le prix du pain s'est mis à augmenter, les ouvriers ont cessé de pouvoir se l'acheter. C'est comme ça. Hein? Et comme personne ne peut ne pas manger, on reniait sur le chauffage, sur l'habillement, sur le machin, sur tout. Enfin, les gens sont sombrés dans la misère. Les gens ont sombré dans la misère. Et dans le même temps que les gens sont dans la misère, parce que le pain devient trop cher, on supprime toutes les protections du monde ouvrier en disant maintenant, l'ouvrier ne trouvera du travail que par un contrat personnel avec un donneur d'ordre, avec quelqu'un qui va lui donner du travail. Et c'est pas ça. Tu veux fabriquer, toi, ton propre objet, tes menuisiers, tu vas faire une belle table, tu vas la vendre le prix que tu veux. Et si ton travail est mal fait, tu n'auras pas de client. Parce que le client, c'est bien connu, il ne veut que de la bonne qualité. Il va regarder ton truc, il va te dire t'es un mauvais ouvrier, je ne te l'achète pas. C'est-à-dire que le marché va tout réguler. Le marché va tout réguler. Il n'y aura plus de normes de fabrication, il n'y aura plus de normes de salaire, il n'y aura plus de... La liberté. La liberté. T'as un gars qui va voir Turgot qui dit, mais et si les salaires n'augmentent pas et qu'ils baissent? Ouais, bien vu, ça n'a pas loupé. Ben, que vont faire les pauvres? Il dit, comment, dit Turgot? Ben oui, le prix augmente et le salaire baisse. Comment il fait l'ouvrier? C'est ce qu'il a dit, Turgot. Il a dit, l'ouvrier gagnera toujours suffisamment. C'est sa femme et ses enfants qui ne pourra plus nourrir. Ah ben, il n'y a qu'à les mettre au boulot. 1er mai 1775, je l'ai, les dit. Je l'ai. C'est-à-dire que la position de la femme avant le libéralisme, c'était que le père nourrissait sa femme et ses enfants.
Parce qu'il gagnait suffisamment pour. Et la mère, quand elle avait des enfants, elle pouvait les allaiter. De temps en temps, elle allaitait ceux de la voisine également. Ça se faisait, on se rendait des services comme ça. Mais à partir du libéralisme, la femme, elle va descendre à l'usine. Et comment elle va faire quand elle va avoir des bébés? Ben, elle va vendre son lait, elle va en faire un métier. Et son propre bébé, il va devenir quoi pendant qu'elle va nourrir ceux des autres? Elle est belle l'évolution de la femme avec la révolution, c'est pas beau ça? C'est-à-dire qu'on a envoyé les enfants à la mine. Mais voilà, au 19e siècle, c'est le travail des enfants. Ah, ben c'est Turgot. C'est Turgot. Et les femmes qui sont devenues des laitières professionnelles au détriment de leurs propres enfants. Une femme, si elle est nourrie par son mari, elle peut bien allaiter son enfant et celui de l'autre. Mais si elle est obligée de nourrir les enfants des autres, parce qu'elle ne peut pas faire autre chose, elle est bien obligée de lâcher le sien pour aller nourrir en province ou chez les bourgeoises. La nourrice qui arrive chez les bourgeoises avec son bébé dans les bras, c'est pas ça. Hein. Elle vient nourrir le bébé de la maison. Donc le sien, elle l'a mis où à la poubelle. C'est épouvantable la situation des femmes, après. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'homme ne peut plus suppléer, la femme, elle sombre. Alors il paraît que c'est Arbeit macht frei, il y a un gars qui a dit ça là. Il dit la libération des femmes par le travail, c'est le travail rend libre. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est une dégradation épouvantable de la situation des femmes. Elles sont libres d'aller travailler, d'aller vendre leur lait. Oh, parce que ça, cette notion de liberté, là, c'est très anglo-saxon. C'est la liberté de commercer, la liberté... Ça, c'est très anglo-saxon comme... Très. Ouais, c'est pas du tout très anticatholique. Bah, la dérégulation, c'est quoi? Ouais, c'est très anglo-saxon. La liberté du marché, la liberté des prix, c'est tout ce à quoi la France est rétive. Parce que le libéralisme... C'est tout ce à quoi la France est rétive. La France, c'est un pays de règles, de lois et d'état de droit, quoi. Alors, on nous dit... voilà, en plus, la fameuse phrase qu'on attribue à Voltaire, elle a vraiment existé. Je défendrai vos idées. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai pour défendre... Non, Voltaire, il a dit, je suis d'accord avec ce que vous dites et je me battrai jusqu'à la mort pour vous faire fermer votre gueule, parce que moi d'abord... Voltaire a jamais dit une chose pareille. Voltaire a fait envoyer à la Bastille tous les gens qui lui faisaient de l'ombre. Ah ouais, c'est-à-dire quoi? Par dénonciation? Par dénonciation, il avait le bras long. Il avait le bras long. Oui, il avait le bras long. C'est pour ça qu'il dit c'est un genre de BHL du 18e, un peu, Voltaire. Pas connaissance que BHL ait envoyé des gens en prison pour lui... Non. Enfin, il déclenche des guerres, même. C'est autre chose. Ah bah Voltaire aussi. Voltaire aussi. Ah bah non, il les a pas déclenchés, mais alors qu'est-ce qu'il a essayé? Il faisait comme BHL, promoteur de la guerre, il écrivait à Catherine II. Ah oui. Oui, c'est vous avez tué 50 000 Turcs. Oh non, c'est pour me faire plaisir que vous faites ça. Il écrivait des lettres à Frédéric, à son ami Frédéric, qui ne pouvait plus le voir, mais enfin de loin. Frédéric II de Prusse. Frédéric II de Prusse, pour qu'il aille absolument faire la guerre pour soutenir sa copine Catherine, pour aller exterminer les Turcs jusqu'au dernier. Ah mais c'était un fauteur de guerre. Alors ce qu'il y a, c'est que ce que l'histoire ne dit pas, c'est que, et je doute que Catherine de Russie et Voltaire, il était persuadé d'avoir de l'influence sur Catherine. Et je ne suis pas persuadé que Catherine l'écoutait. Mais il lui écrivait. Il y a une correspondance énorme entre Catherine de Russie et Voltaire. Vous voulez dire, vous en avez exterminé 50 000. Oh non, oh bravo ma reine. Il était épouvantable. Il voulait organiser des viols collectifs. Il disait, oh là 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 là. Il disait, tous ces hommes qui partent à la guerre, là, tout ça, on devrait les autoriser à partir à la guerre que quand ils auront obligatoirement engrossé tant de filles, et ils voulaient organiser des viols collectifs. Oh là là, quel dingue. Oh là là, le dingue, c'est un fou. Il y a un type pour qui j'ai vraiment de la sympathie, c'est Michel Cuny. C'est vraiment un gars qui a fait un travail sur Voltaire. Alors il y a le professeur Xavier Martin. Oh oui, c'est grand, c'est beau. Xavier Martin, c'est magnifique. Mais il y a également Michel Cuny, qui n'est pas un professeur, qui est un gars qui travaille en roue libre, je veux dire, qui écrit ses bouquins, qui fait un travail très très sérieux avec sa femme.
Et il a écrit un bouquin qui s'appelle L'or au prix du sang. Il a découvert Voltaire. On sent à toutes les lignes. Alors c'est un travail vachement intéressant que j'ai déjà plusieurs fois mis en valeur dans mes conférences sur Voltaire, mais vraiment ça mérite. Parce que c'est un travail dont on peut dire que je pense que 80% du livre, c'est du Voltaire. C'est-à-dire ce sont des citations de Voltaire. Mais c'est tellement énorme la production de Voltaire, c'est qu'il a fallu qu'il lise tout. Je veux dire, pour extraire ça, il a fait un travail absolument fabuleux. Mais Voltaire parle tout seul. Voltaire parle tout seul. Tu ouvres des guillemets, tu cites Voltaire, tu fermes les guillemets, et là tu fais oh, tu n'y crois pas. Et il a fait ce travail avec de temps en temps des phrases de lien entre les trucs et les autres où tu sens qu'il est en colère, il est furieux qu'on nous ait vendu ce gars-là comme quelqu'un de recommandable. C'est un vautour, c'est un menteur, c'est un assassin, quelle horreur, quelle horreur. Voltaire, c'est la honte de notre pays, on nous vend depuis... Bah, on dit en référence, Voltaire, c'est le fameux Voltaire. Ah bah oui, non, mais enfin, Voltaire, il a fait réhabiliter Calas. Ah, ouais. Et puis on lui attribue une espèce de vertu de la démocratie, un peu vertu de la liberté. Ah alors là, il aimait beaucoup le peuple. C'est lui qui a dit aussi qu'il fallait que le peuple justement soit dirigé par une petite élite. Non, c'est pas ça. Il fait un constat, il dit une nation. L'esprit d'une nation réside dans le petit nombre qui fait travailler le grand et nourri par lui et le gouvernement. Mais ça, c'est ta petite bière. Ça, tu peux dire que c'est un constat. Tu peux dire que dans une nation, tu as toujours une petite partie. Admettons. Non, faut savoir. Je vous remercie de proscrire l'étude chez les laboureurs. Moi qui cultive la terre, je fais requête pour avoir des tireurs de charrues ou des noms des clercs tonsurés. C'est-à-dire, ils voulaient supprimer l'éducation au peuple. Ouais, ils tirent des charrues, ils n'ont pas besoin de savoir lire. Ils n'ont pas besoin. Non, puis alors attends, ils voulaient supprimer le dimanche. Ah, supprimer le dimanche. Ben non, mais tu sais pas que le dimanche, ces gens-là ne foutent rien, ils vont au cabaret, ils se chamaillent. Il est au Parti Socialiste. Non, mais... dis donc, qui c'est qui fait ça de Voltaire si c'est pas le Parti Socialiste, excuse-moi, mais... Oui, c'est vrai. T'es pas tombé loin. Oui, je fais des blagues inconscientes, mais c'est vrai. Qui c'est qui défend Voltaire si c'est pas les socialistes? Moi j'étais socialiste, alors je sais de quoi je parle. Oh, qu'est-ce que j'ai pas été, moi. Alors justement, ça permet d'enchaîner, parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent où est-ce que tu en es avec Nicolas Dupont-Aignan, et ce qu'il t'a demandé, parce qu'on a vu toute cette image. Il m'a demandé de ne pas rester au bureau national si je voulais conserver la liberté de parole qui était la mienne à égalité et réconciliation. Ça m'a semblé frapper au coin du bon sens. Tu peux pas participer au gouvernement d'un parti politique si par ailleurs tu exploses comme j'explose dans des trucs totalement qui ne correspondent pas à la... Je veux dire, quand tu fais partie du gouvernement d'un parti, tu le représentes quelque part. C'est incompatible avec ce que je fais par ailleurs. Il m'a dit, qu'est-ce que tu choisis? Moi, je ne quitterai pas Sora, l'égalité et réconciliation. Il m'a dit, t'es bien d'accord que tu restes au bureau national? Il n'y a pas de souci. Je suis toujours adhérente. Ah bah voilà. Avec Nicolas Dupont-Aignan. Non, parce qu'on a l'impression qu'il y avait c'est cette image. Voilà, on nous a donné l'image, on a tous vu cette image du Dupont-Aignan. Il y a même des gens proches de moi à De Gaulle la République qui m'ont dit, au fait Marion, Nicolas il t'a viré. Non. Non. Je suis toujours adhérente à De Gaulle la République, je ne fais plus partie du bureau national. Mais ça me semble une évidence, quoi. Ça me semble une évidence. Quand on fait partie de l'instance dirigeante d'un parti, on le représente. C'est incompatible avec la liberté de ton dont j'ai besoin pour parler de sujets qui échappent complètement. Je veux dire, ça me semble une évidence. Mais je le sentais bien. Il y a des gens qui me disaient régulièrement, mais ça va toujours? Oui, j'attends. Pour le moment. Non mais c'est clair. C'était pas compatible. Mais il m'a jamais viré. Et je crois qu'il m'aime toujours bien. Et moi aussi, hein. Je vois pas où est le... C'est quoi? Je suis réactionnaire. Oui, je sais réagir. Oui. Je sais réagir. Bon, ben voilà, parce qu'on nous pose souvent cette question-là. Beaucoup de gens ont posé la question. Je vais en profiter, tiens, pour dire que j'ai décidé, alors à l'instar de ma chère Farida Belgoul, hein, j'ai dit les médias, on leur cause pas. Parce que c'est les vendus, parce qu'on ne les croit pas. Donc pas de télé, pas de radio, pas d'article dans les journaux. Pif paf, puis alors j'ai dit non une fois, deux fois, trois fois. Puis j'ai reçu un appel de Lyon Républicaine, c'est quand même le journal local chez moi.
Voilà. Alors le interlocuteur, je lui dis non. Je lui dis écoutez, voilà ce que je pense de la presse. Mais oui, mais alors elle me donne des arguments. Rendez-vous compte, vous êtes quand même connu dans le coin. Moi, je vais vous donner une tribune pour dire ce que vous avez à dire sur des trucs où les gens ne savent pas. Et elle me vend le truc que, grâce à elle, je vais pouvoir certainement mettre les choses au point pour les gens de mon entourage. Bon. Alors, j'ai dit, bon, admettons, et elle commence à dire, Alain Soral. J'ai dit, écoutez, vous arrêtez avec Alain Soral. J'ai dit, attendez, s'il vous plaît, je suis écrivain, je suis auteur depuis des années, vous venez m'interviewer pour que je vous parle d'Alain Soral, je sais ce que vous en pensez. Hein. Donc, si vous voulez que je vous parle de moi, je veux bien, mais ne venez pas me chercher pour me demander de parler de lui ou de parler de l'autre. Parce que ça, je sais très bien que c'est malveillant, à la fois pour l'un comme pour l'autre. Je ne suis pas née de la dernière pluie. Elle me dit, bon, bah, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Alors je lui raconte, je lui dis ça, je lui dis ça, je lui dis ça, je lui dis ça. Puis elle note, elle note, elle note, elle note. Le lendemain, prise de remords, je lui dis, non, j'ai pas confiance. Je rappelle la nana. Je lui dis, écoutez, je sais que je ne peux pas vous demander de me lire votre article, parce que vous n'avez pas à le faire. Bon. Elle me dit, si je vous relis mes notes, est-ce que ça va vous rassurer? Ben, je lui dis, allons-y. Et elle me relit tout ce que j'avais dit.